Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est par où la sortie. Eh bien, nous avons le bonheur aujourd'hui d'accueillir Nicolas Agbohou pour parler du franc CFA. Lors de notre dernière émission, il se trouve qu'on a évoqué la question d'une monnaie africaine et on avait évoqué en quoi c'était en partie lié aux difficultés qu'a rencontré Mouammar Kadhafi, au fait qu'il ait été placé dans le viseur. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion enfin de se pencher sur le franc CFA parce que c'est une monnaie dont beaucoup d'entre nous ne savent pas grand-chose, d'autant plus qu'on ne sait pas à quel point ce qui se passe avec le franc CFA est lié aussi avec ce qui se passe au niveau de l'euro et ce qui se passe au niveau des peuples également européens. Et donc pour cela, nous accueillons Nicolas Agbohou, originaire de Côte d'Ivoire, mais qui est professeur en économie à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, qui a fait ses études notamment à Paris Panthéon-Sorbonne et qui est un spécialiste de la question. Il a notamment participé à l'édition d'un ouvrage qu'on vous recommande qui s'appelle « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique », et édité aux éditions Solidarité Mondiale. Il a été réédité en 2016. Là, vous pourrez voir les appréciations si vous allez sur Internet de cet ouvrage. Ils sont dithyrambiques, il est extrêmement bien évalué. Donc, bienvenue Nicolas Agbohou. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le franc CFA, alors, d'où ça vient? Quelle est l'origine de cette monnaie? Quelle est l'aire géographique qui est concernée par cette monnaie aujourd'hui? Bien, merci. Je salue d'abord tous les auditeurs qui nous écoutent et nous allons tout de suite aller à l'essentiel. Le franc CFA veut dire originellement le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est une monnaie qui a été créée en 1945, précisément le 25 décembre 1945, par le général de Gaulle sur le projet du ministre René Préven, ministre des Finances, et de Jacques Soustelle, ministre des Colonies. Le général de Gaulle a pris cette décision après avoir lui-même nationalisé la Banque centrale de France, qu'on appelle aujourd'hui la Banque de France, et ceci conformément à la loi du 2 décembre 1945, c'est-à-dire dans le même mois, et ceci parce que selon le général de Gaulle, les Américains étaient de connivence, étaient de mèche avec les gérants de la Banque de France. Pourquoi? Parce que justement, les Américains, avant de débarquer en France, avaient fabriqué eux-mêmes des faux billets français. Et ils sont venus avec pour pouvoir justement contrôler l'économie française. Mais le général de Gaulle a été extrêmement vigilant parce que la France même a connu ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Donc, nous allons voir avec le développement que le même général de Gaulle qui a connu le nazisme monétaire, une fois les Allemands partis, les Allemands nazis, une fois la France débarrassée du nazisme, et ceci, grâce au concours des Africains, a pu infliger aux Africains le même nazisme monétaire. Alors, en quoi ça consiste? En fait, qu'est-ce que la France a subi en termes monétaires quand elle était sous domination nazie et comment est-ce qu'elle a reproduit ça sur la monnaie du franc CFA, sur la monnaie africaine? Quand les Allemands étaient présents en France, d'abord les Allemands étaient présents à la Banque centrale de France. Ils dirigeaient donc la Banque de France. Ils étaient présents partout. Et ça, c'était le premier outil, donc présence au cœur du système financier de la France. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, les nazis arrivaient à produire, à fabriquer une monnaie coloniale qui avait pour légal ici, en France, et ils ramassaient, ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le plan local français. Ensuite, pour se donner un grand pouvoir d'achat, les Allemands ont dévalué. Dans un premier temps, ils ont dévalué le franc français pour se donner un grand pouvoir d'achat. Mais mieux, ils ont enlevé le franc français et ils ont mis une monnaie nazie. Bon. Ensuite, ils ont créé en Allemagne ce qu'on appelle le clearing, c'est-à-dire un compte. Un compte qu'ils ont ouvert pour les Français. Je parle uniquement des Français parce que nous parlons de la France, mais c'est valable pour les autres pays vassalisés par l'Allemagne nazie. C'est-à-dire qu'ils faisaient pression sur les Français vassalisés pour que les Français puissent produire ce dont les Allemands avaient besoin et exporter en Allemagne. Seulement pour y parvenir, très intelligents qu'ils sont, ils font pression sur le gouvernement français vassalisé en aimant faire des avances pour que ce gouvernement français puisse payer lui-même et payer donc les producteurs français, lesquels producteurs français exportent vers l'Allemagne les produits que les Allemands reçoivent. Et pour payer l'État français vassalisé, eh bien, l'Allemagne a ouvert à Berlin un compte spécial pour la France.
et dire que, par exemple, si les Français ont exporté, par exemple, pour 10 milliards de francs français, il dit, bon, voilà, nous reconnaissons, nous les Allemands, nous reconnaissons vos devoirs pour 10 milliards de francs français, ou du moins c'est l'équivalent de 10 milliards de Deutschmark, parce que c'est converti en Deutschmark, qui était à l'époque la monnaie allemande, et on met un signe plus sur votre compte, c'est ce qu'on appelle le compte est crédité. Seulement, il dit ceci, pour pouvoir utiliser l'argent que nous vous devons, vous les Français, vous devez remplir deux conditions, à savoir, la première condition, vous devez importer, donc acheter chez nous les produits dont vous avez besoin. Et nous allons prendre sur cet argent qui est disponible pour vous chez nous et on vous paye. Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, il faut avoir l'autorisation préalable de Hitler. Et autorisation que Hitler n'a jamais donnée. C'est ainsi que le ministre de l'économie et des finances, à la personne de Pierre Catala, disait que la ponction opérée par les Allemands sur les Français, cette ponction est passée de 2 milliards de francs français par mois à 7 milliards par mois, jusqu'à atteindre même 115 milliards. Et finalement, est-ce que les Français ont pu jouir, est-ce qu'ils ont pu profiter de l'argent qui était disponible pour eux en Allemagne? La réponse c'est non. Et c'est ce que nous dit l'expert des finances en la personne de Pierre Arnoux. Donc, finalement, la France a trop souffert et quand la France a été libérée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été puissamment inspirée par ce nazisme monétaire dont elle a souffert et a inventé, après la conférence de Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, la France est sortie affaiblie, le franc français a été dévalué. Et logiquement, dans les territoires coloniaux de la France, dans les pays africains, eh bien, la monnaie française qui circulait devait être aussi dévaluée. Seulement, le général de Gaulle, génie politique, a vu que ce n'était pas une bonne chose et a créé le Front des colonies françaises d'Afrique à partir d'une décision politique, c'est-à-dire c'est un projet de loi qui n'est même pas passé à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça. Maintenant, là, le franc CFA a été donc imposé aux Africains. La zone franc a finalement ce qu'on appelle les institutions et les 4 principes. Quelles sont ces institutions? Parmi les institutions, on aura la conférence des chefs d'État, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les 3 banques centrales africaines. 3 banques centrales. Voilà. Et ces 3 banques centrales africaines sont dirigées, sont gérées par ce qu'on appelle le conseil d'administration. Et dans son évolution, finalement, ils ont pu créer ce qu'on appelle le comité de politique monétaire. Au cœur de ces institutions, il y a la France. Et la France a un droit de veto. Ces 3 banques centrales africaines sont la Banque centrale des Comores, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BA, et la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est géré par la France. Évidemment, avec le temps, il y a eu la nécessité pour la France de voiler ce qui pouvait être visible. C'est ainsi que à la BCC, Banque centrale des Comores, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français et 4 Comoriens. Ensuite, à la BCAO, il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Et maintenant, avec la BIAC, il y a 3 administrateurs et 12 Africains. Mais dans tous les cas, la France a droit de veto. Donc, ce qui est l'élément essentiel pour nous, c'est que finalement, qui décide de la politique monétaire infligée aux Africains, ce sont les Français, c'est la France. Parce que la banque centrale en question, ces 3 banques centrales gèrent une monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie appartient à 100% à la France, parce que c'est la France qui l'a inventée. Donc les autres sont des banques centrales africaines de nom, mais elles ne font que perpétuer le colonialisme, ou bien si vous voulez, vous pouvez l'appeler le néocolonialisme, mais la banque centrale, c'est même écrit que la BCAO, par exemple, qui n'est rien d'autre que la reproduction modernisée de la Banque centrale des Comores, la Banque du Sénégal, qui avait été créée à l'époque à l'état de l'esclavage, et quand Napoléon a supprimé l'esclavage, eh bien, Napoléon a indemnisé non pas les esclaves, mais les esclavagistes. Et on a pris une partie de l'indemnisation pour constituer le capital social de la Banque du Sénégal. Et cette Banque du Sénégal, évidemment, les propriétaires de la Banque du Sénégal, ce sont
les anciens esclavagistes, c'est-à-dire les Français. Alors, sans rentrer dans le détail, juste pour préciser, le Napoléon dont vous parlez, c'est celui de 1848, c'est donc le Napoléon, le petit Napoléon III, on est d'accord? Voilà, c'est-à-dire je vais un peu plus vite parce que j'aimerais qu'au cours de Bien cette sûr, émission... c'est ce qui va nous intéresser, c'est après, il faut qu'on ait bien ces principes qui régissent ce franc CFA à sa création, et pour comprendre la situation d'aujourd'hui sur laquelle on va s'attarder et sur les solutions envisageables. Voilà. Et donc, avec le temps, aujourd'hui, on a ces banques-là qui fonctionnent comme ça. Et je disais donc qu'une fois, on passe rapidement aux institutions, dont les 3 banques centrales africaines, parce que c'est la banque centrale qui détermine ce qu'on appelle la politique monétaire. Et cette politique monétaire, elle est en fait définie par la France. Donc, ce qu'on va appeler le niveau des sous-développements socio-économiques infligés aux États de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone, eh bien, ce niveau-là est déterminé par la France. Maintenant, comme si la domination des institutions ne suffisait pas, il y a 4 principes de la zone franc CFA, lesquels il y a le principe des comptes d'opération, on dit aussi en d'autres termes la centralisation des changes, mais en fait c'est l'héritier du clearing. Le clearing dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait que les Allemands obligeaient les Français à déposer leur argent en Allemagne. Ici, le clearing, c'est-à-dire les comptes d'opération, eh bien, la France, depuis 1945 jusqu'à 1973, la France faisait pression aux Africains de déposer 100%, l'intégralité, la totalité de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, s'ils ont vendu pour 1000 milliards de dollars aux Américains ou bien aux autres pays, les 1000 milliards de dollars sont déposés intégralement dans un compte ouvert ici au Trésor public français, dans un compte qu'on appelle les comptes d'opération. Je vais tirer les conséquences après. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Troisième principe, c'est le principe de la fixité des parités. Et enfin, le quatrième principe, le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Question fondamentale, comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences? Au niveau des principes des comptes d'opération, le clearing, que la France a rebaptisé les comptes d'opération, eh bien, comme je viens de vous le dire, l'intégralité, 100% de ce que les Africains gagnent en devises, c'est-à-dire en monnaie étrangère, c'est déposé dans les comptes d'opération ici en France. Bien. Et c'est de 1973 jusqu'à l'an 2000, jusqu'à l'an 2005, la France, dans sa générosité légendaire, a dit non, il ne faut plus continuer à piller comme ça nos anciennes colonies, après tout ce sont nos amis. Déposez-nous simplement 65% de ce que vous gagnez. C'est-à-dire si vous gagnez 100 milliards, vous nous donnez simplement 65 milliards. Mais les 35%, vous les conservez. Et maintenant, toujours progressant dans sa générosité, à l'instant où je vous parle, à la seconde où je vous parle, la France ne demande que 50%. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 1000 euros, il prend la moitié, 500 euros, il donne à la France. Voilà comment ça fonctionne. Oui. On comprend toute l'ironie de votre propos, hein, parce que on imagine si la France devait faire de même vis-à-vis de n'importe quel autre pays, ça serait bien sûr vu comme un scandale. On n'accepterait absolument pas ça. Et là, effectivement, je suis certain que si on retrouve les titres de journaux des jours où ces choses-là ont été actées, effectivement, ça a dû être présenté, comme vous le dites, comme un geste de générosité finalement. Alors que ça restait un moyen d'extorsion de la souveraineté. C'est-à-dire les dirigeants français prennent toujours tous les autres qui ne sont pas dirigeants comme des idiots. Donc ils pensent que ce qu'ils font, c'est toujours bien. C'est de la générosité. Mais j'expose les faits. Fait qu'ils peuvent vérifier. Ils peuvent vérifier et nous avons mis sur la place publique le livre qui banalise tout ça, qu'on appelle le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Tout ça en un français compréhensible par n'importe qui. Donc je disais, ça c'est le premier principe. Donc quelles sont les conséquences? Il y en a plein, mais je vous dirai tout simplement que la première conséquence logique, c'est la sous-industrialisation de ces pays. Pourquoi? Parce que quand vous voulez vous industrialiser, ça veut dire que vous devez acheter des machines, les équipements pour pouvoir transformer chez vous
les matières premières en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Or, en dépouillant scientifiquement, objectivement les pays africains de leurs devises, eh bien la France empêchait mathématiquement ces pays d'acquérir ces équipements-là et les condamnait à ne produire que des matières premières qu'eux-mêmes ne transforment pas. Or, il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Pour qu'un pays soit riche, il faut transformer les matières premières en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Donc voilà une des conséquences majeures. Évidemment, quand quelqu'un détient votre porte-monnaie en poche, il est évident que c'est lui qui vous contrôle. Donc, puisque les finances sont en exil, la monnaie africaine est en exil dans les mains de l'occupant, il est évident que tous les dirigeants africains de cette partie du monde sont sous la direction de la France. Et quiconque peut lever le petit doigt, soit il perd le pouvoir, soit la vie elle-même, ou les deux à la fois. Alors, on a quelques exemples, peut-être vous pouvez en citer pour nos auditeurs. On a des exemples, que ce soit Sylvanus Olympio du Togo, que ce soit Ngueta Tombalba en 1975. Donc Sylvanus Olympio, c'était en 1963, c'est-à-dire il devrait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. 2 jours avant, le 13 janvier 1963, il a été exécuté. Ensuite, on prend Ngueta Tombaba en 1975. Il a été aussi exécuté mort dans son palais avec les bombes françaises. Bon, on connaît le cas de Sékou Touré en 1958. Lui, il a échappé à plusieurs coups d'État parce qu'il a dit de façon singulière non quand il a pris l'indépendance politique de la Guinée. Et il a battu la monnaie guinéenne. Il y a plusieurs coups d'État, mais il a survécu à tous les coups d'État. Ensuite, on prend le cas de Sankara, mais tout récemment, le président Laurent Gbagbo, c'est pas parce que Laurent Gbagbo voulait battre la monnaie, non, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de battre la monnaie ivoirienne parce que tous ses comptes à la BCAO ont été fermés par la France. Tout à fait. Donc, toutes les banques étant fermées, eh bien, vous voyez bien que quand la banque est fermée, vous qui êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas payer ni les salaires, ni les fournisseurs, en un mot. Même chose pour les ménages. Vous voyez qu'on organisait un blocus pour que la population qui avait initialement élu de façon démocratique le président Laurent Gbagbo puisse se révolter contre le président Laurent Gbagbo. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché pour la France. Elle a fermé tout ça. Et la Côte d'Ivoire était sur le point de battre la monnaie ivoirienne. La France s'est rattrapée par l'armement, c'est-à-dire par les bombardements militaires, etc. Donc, voilà, c'est l'arme puissante que la France utilise pour mettre au pas les dirigeants africains, c'est bien le franc CFA. Maintenant, le deuxième principe, car il faut qu'on aille vite pour pouvoir faire des solutions. Le deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA, hier en francs français et aujourd'hui en euros. En euros, oui. Ça veut dire quoi? Une monnaie convertie, ça veut dire, je prends par exemple le cas de l'euro. J'ai l'euro en poche, je voyage, je vais dans n'importe quel pays du monde, que ce soit le dollar, l'euro, nous prenons le cas, quel que soit le pays où je vais, j'arrive dans ce pays, je rentre dans une banque, je dis voici des euros. Donnez-moi la monnaie du pays et puis je vais faire mes achats. Effectivement, le banquier me convertit ça, prend donc les euros et me donne la monnaie du pays et je commence à faire mes achats. Même chose pour les dollars, etc. Donc, dire que le franc CFA est une monnaie convertible, la réponse objective scientifique, c'est que c'est faux. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Elle n'est pas convertible, même pas en Afrique. Ça veut dire quoi? Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, il y a l'Afrique de l'Ouest avec la BCAO, il y a l'Afrique centrale avec la BEAC. Eh bien, les francs CFA émis qui portent BCAO, c'est-à-dire je suis en Côte d'Ivoire, je quitte la Côte d'Ivoire avec des francs CFA en poche. Je m'en vais par exemple au Cameroun, qui est aussi là-bas où il y a le franc CFA. J'arrive au Cameroun, je vais sur le marché, je sors les francs CFA. Où c'est mis BCAO, on ne les prend pas. Et réciproquement, un Camerounais, un Équatorien ou bien un Tchadien qui a les francs CFA, mais marqué BEAC, il va dans n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Mali, le Burkina, eh bien, ça ne marche pas. Les francs CFA ne sont pas
interchangeables entre eux. Ils sont obligés de les changer d'abord en euros ou en dollars, je suppose, en euros sans doute. Ils sont obligés de les échanger d'abord en euros pour que la France ait droit des regards et ensuite on va maintenant avoir la monnaie du pays qu'on veut. Donc le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Si elle n'est pas convertible en Afrique, c'est pas ici en France, elle n'est pas non plus convertible en France. Elle n'est convertible dans aucun pays du monde. Elles sont fondamentales. Mais pourquoi dit-on que le franc CFA est une monnaie convertible? Voici la réponse objective que tout le monde peut vérifier. C'est parce que la libre convertibilité du franc CFA permet à la France de s'enrichir sans cause. Le mot sans cause veut dire s'enrichir sans travailler, sans rien faire. Comment? Eh bien, la France s'enrichit sur le dos des Africains pendant la conversion des recettes d'exportation des Africains. Je reprends. Imaginons les Africains ont vendu à l'extérieur. Eh bien, s'ils veulent utiliser chez eux la monnaie locale qui est le franc CFA, le franc CFA ne se produit pas sur le continent africain. Le franc CFA se produit à Chamalières, ici en France, près de Clermont-Ferrand. Ce qui est totalement logique parce que c'est la monnaie de la France. Donc, quand les Africains exportent et obtiennent l'argent des autres qu'on appelle les devises et qu'elle veut convertir en francs CFA, elle donne cette somme-là, cette recette d'exportation à la France et la France appuie sur sa machine qui est à Chamalières, s'accapare ces devises et donne les francs des colonies françaises d'Afrique aux Africains, c'est-à-dire sans avoir travaillé. Ça, c'est la première occasion. La deuxième occasion, la France s'enrichit lorsque les Africains s'endettent. C'est-à-dire, les Africains se sont adressés par exemple aux Américains. Les Américains leur ont donné des dollars. Ils se sont adressés par exemple aux Japonais. Les Japonais leur ont donné des yens et ainsi de suite. Toutes ces devises, c'est-à-dire toutes ces monnaies étrangères obtenues parce que les Africains se sont endettés, eh bien, si les Africains veulent les utiliser maintenant chez eux, et il faut que ça soit converti en CFA, il y a un pays, un seul au monde qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, ils se sont endettés, ils donnent ça à la France appuie sur sa machine qui se trouve à Chamalières, sort les francs CFA et les donne aux Africains. C'est comme ça. Ça, c'est la deuxième occasion de s'enrichir sans cause. La troisième occasion, c'est au moment où il y a ce qu'on appelle les transferts de fonds de la diaspora, c'est-à-dire les ressortissants africains qui sont dans cette partie du monde, partout dans le monde, qui envoient de l'argent à leurs parents. Celui qui est aux États-Unis, il va envoyer des dollars à ses parents. Mais ses parents ne vont pas percevoir les dollars. Ils vont percevoir des francs CFA. Et enfin, la quatrième occasion, c'est ce qu'on appelle les dons et l'APD, l'aide publique au développement. Pour mémoire, les transferts de fonds de la diaspora sont supérieurs à l'aide publique au développement, l'APD. Mais que ce soit les dons, que ce soit l'APD, tout ça fait en devise. Il faut convertir en CFA, c'est la France qui va percevoir tout ça. Vous voyez bien que, quel que soit le dirigeant, qu'il soit de gauche ou de droite, en France, c'est une mine d'or qu'il ne peut pas rejeter. Qu'on soit Hollande, socialiste, machin, non, non, non. Quand on vient à l'Élysée, on découvre tout ça. Et renoncer à ça, c'est constituer une haute trahison. Oui, selon Emmanuel Macron. De l'État français par le soi-disant nouveau président qui vient d'arriver. Donc, ils sont obligés de le maintenir tant que les Africains ne se sont pas révoltés. Le troisième principe, car malheureusement le temps va très vite, c'est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 euro est toujours 655,957 francs CFA. Bon, par commodité, on va dire égal 656 francs CFA. Ça, c'est toujours comme ça. Or, sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est là c'est défini ce qu'on appelle le prix d'une monnaie. Et c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Dans le cas contraire, quand la demande d'un bien est supérieure à son offre, son prix augmente. Ici, le prix reste toujours le même. Pour mémoire, lorsque ici et maintenant où je vous parle, vous prenez 1 euro, vous l'échangez contre la monnaie sud-coréenne pour avoir 1 euro, eh bien le sud-coréen donne 1300 won. Won, c'est la monnaie de la Corée du Sud. Et le revenu par habitant de la Corée du Sud est de 44 000 $ par habitant. Bien.
des pays pauvres, comme qui utilisent le franc CFA. Eux, ils donnent 656 francs CFA. Des pays pauvres comme le Mali, Centrafrique et tous les autres. Je donne un deuxième exemple pour que les gens puissent bien comprendre. Pour avoir 1 euro, eh bien, le Vietnam donne 27 000 dong. Et le revenu par habitant est au moins de 7 000 $. Bien. Contre le niveau, le PIB par habitant de Centrafrique qui est autour de, en étant gentil, de 1000 ou bien 1200 $. Hein. Oui. Normalement, c'est 850 $, hein, mais je vais être gentil, on va dire 1200. Voilà, ce qui est intéressant sur cet aspect, c'est que, en effet, les autres monnaies, pour s'industrialiser, les pays ont pu avoir recours, par exemple, à la création monétaire, ce qui donc est impossible. En tout cas, il n'y a pas de souveraineté sur cette création monétaire, mais ils ont pu recourir à la création monétaire pour investir, et ça, c'est quelque chose qui est impossible, donc, à cause de cette fixité des parités. Bien, donc, ce que je voudrais dire, pour que les uns et les autres, parce qu'on leur fait comprendre, voilà, ils ont une monnaie forte, donc ils sont mieux développés, tout ça c'est beau. Donc, quel est le pourquoi justement la France impose le principe de la fixité des parités aux Africains hier et aujourd'hui en euros? C'est pour, premièrement, soutenir le franc CFA avec les devises. Qu'est-ce qu'on appelle soutenir? Un pays soutient sa monnaie quand elle arrive sur un marché. Elle voit que sa monnaie s'affaiblit, puisque je vous ai dit que c'est la loi de l'offre et de la demande. Si elle voit que le cours, c'est-à-dire le prix de sa monnaie baisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète simplement sa monnaie pour faire remonter la demande, pour que le cours remonte. On rachète une monnaie nationale avec des monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Donc ici, la France fait obligation à ces pays-là de soutenir le franc CFA. Pour soutenir le franc CFA, ça veut dire que ces pays-là, à travers leur banque centrale, pour ne pas dire à travers la banque, à travers la France elle-même, parce que c'est elle qui gère en fait, eh bien, elle dépense des devises, donc les monnaies étrangères, pour racheter les francs CFA surabondants. Ça, c'est déjà un. Ce qui a pour conséquence le gaspillage des devises africaines. C'est la devise que les Africains devraient utiliser pour favoriser leur développement socio-économique, parce que les devises appartiennent au peuple africain qui souffre. Mais surtout, ce qui est derrière, que vous devez comprendre, il s'agit de protéger les exportateurs de capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde. Il faut les protéger contre ce qu'on appelle le risque de change. On appelle le risque de change l'argent qu'on paie pendant qu'on paie le change. Prenons un exemple. Si vous prenez quelqu'un qui est dans la zone franc CFA en Afrique, il exporte, par exemple, on va dire 656 millions de francs CFA. Il exporte vers la France, par exemple. Arrivé ici, on divise par 656 en arrondissant et il obtient 1 million d'euros. Ça, c'est dans l'état actuel. Si demain, pour X raisons, on dit, voilà, désormais, le coût, c'est-à-dire le prix, c'est pour avoir 1 euro, il faut donner 1000 francs CFA. Il est évident que les 650, au lieu d'obtenir 1 million, il va obtenir 654 000. C'est-à-dire, beaucoup moins. Il aura perdu 344 puisque vous faites 1 million qu'il avait. Moins les 654 000, il va perdre 344 000 euros. On comprend bien que ce principe de fixité, finalement, donc, fait que les personnes qui pourraient s'enrichir en Afrique ont en fait tout intérêt à rapatrier cet argent en Europe, plutôt que de le réinvestir finalement en Afrique, au profit cette fois donc des peuples africains. Voilà. Ce qui veut dire que, alors, si par exemple pour la France, non, pour ce pays-là, si le taux de change devient par exemple 50 000, alors vous voyez bien que, eh bien, vous allez diviser les mêmes 650 millions, vous les divisez par 50 000, eh bien, vous voyez bien que celui qui exporte, il n'aura que 13 120. 13 120 euros. Ça, ce n'est pas intéressant pour l'exportateur des capitaux. Donc, pour pouvoir permettre justement à ces entreprises françaises qui sont dans ces zones-là, dans ces pays africains, il faut maintenir le principe de la fixité des parités. Qui est donc parfaitement lié, ce troisième principe, au quatrième principe que vous avez évoqué, de la libre circulation, parce que l'un sans l'autre, finalement, il faut qu'il y ait une liberté de circulation des capitaux, et qu'en plus on vous garantisse le prix auquel vous allez pouvoir faire circuler vos capitaux. Voilà, donc ça c'était le
principe 3. Le troisième principe. Le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle la libre transférabilité des capitaux. Il est évident que, puisqu'il faut transférer librement de la zone franc CFA les capitaux vers la France, il y a ce qu'on appelle une légalisation des fuites des capitaux. Vous savez qu'en France, quand on prend des gens qui s'en vont prendre leur propre argent, ils s'en vont garder ensuite et qu'on les prend, eh bien, on leur donne des taxes. Il y en a même qui vont faire la prison. En Afrique francophone, c'est légal, puisqu'il y a ce qu'on appelle la libre transférabilité des capitaux. Donc, il y a légalisation de la fuite des capitaux. Ça veut dire que dans ce contexte-là, il est difficile de construire une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Et c'est ce principe qui favorise non seulement la fuite des capitaux organisée par les étrangers qui sont là-bas, mais surtout les dirigeants africains qui sont aussi soutenus par la France, qui ont été mis en place par la France. Du coup, on comprend la dépendance financière de ces pays africains. Même quand il y a un changement de régime, ils trouvent la caisse vide. Et celui qui vient d'arriver, même s'il est de bonne moralité, il est obligé de s'endetter pour pouvoir tout refaire à zéro. En s'endettant, vous le savez ce que ça veut dire. S'endetter, s'il est toujours dans la zone franc CFA, eh bien, une fois il a eu l'endettement extérieur, il faut qu'il convertisse en CFA, c'est-à-dire il vient encore s'accouplir devant la France. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est un cercle vicieux. Question fondamentale, on a passé en revue rapidement, hélas, le temps s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe des solutions? Bien sûr qu'il existe des solutions. Nous disons, il existe 3 solutions. Si elles sont appliquées, eh bien, ces 3 solutions vont permettre à l'Afrique de connaître un autre sort. Quelles sont ces 3 solutions? Il y a, premièrement, la solution de la souveraineté monétaire de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique, je dis bien l'Afrique, doit s'unir, battre une monnaie que nous appelons la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Laquelle Banque centrale africaine aura au capital social apporté par les banques centrales nationales des différents pays ou alors les banques centrales communautaires comme la BAC et la BCAO. Non, oui, la BCAO. Une fois fait ça, la Banque centrale africaine va coiffer donc toutes les banques centrales nationales et comme ce sont des décisions qui seront prises en commun, toutes ces banques centrales nationales vont les répercuter dans toutes les banques commerciales qui sont à l'intérieur de chaque pays membre. Parce que la Banque centrale nationale coiffe toutes les banques commerciales. Et ce sont les banques commerciales qui sont en contact avec les citoyens lambda. Donc la Banque centrale africaine va décider en toute souveraineté au nom des Africains une véritable politique monétaire. Exemple, elle va dire, bon, le taux d'intérêt directeur que nous, BCA, Banque centrale africaine, nous fixons, par exemple, est de 1%. Donc, la Banque centrale nationale prendra l'argent à la BCA, Banque centrale africaine, et à 1% par exemple, et les banques commerciales vont venir chercher l'argent à la Banque centrale nationale à 1%. Et comme par définition elles font du commerce, elles vont vendre cet argent à les clients. Exemple, en gagnant 2%. L'argent sera non seulement disponible, mais sera beaucoup moins cher. Et comme ça, les entreprises africaines vont prendre l'argent beaucoup moins cher, l'argent disponible, une politique monétaire expansionniste et les Africains vont entreprendre. À partir de là, elles n'ont plus besoin d'aller quémander, d'aller se rendre ridicules. Donc ça, c'est la première solution. Grâce à cette maîtrise de la monnaie unique africaine, les Africains peuvent financer évidemment leurs 14 besoins, à savoir 1. Manger. C'est-à-dire manger veut dire industrialiser, c'est-à-dire construire les industries alimentaires avec une vision très claire. Nous ne voulons plus dans les 10 années qui arrivent qu'il y ait un corps famélique sur tout le continent africain. Parce que l'alimentation, on doit avoir l'autosuffisance alimentaire parce que nous nous sommes donné les moyens. Donc, les Africains
vont se lancer dans la production de l'alimentation. Il y a de l'espace vital, il y a de la main-d'œuvre pléthorique. Elles ne demandent pas autre chose que d'être mobilisées. Donc, premier besoin, manger avec les industries alimentaires. Deuxième besoin, c'est boire. Faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau potable et à l'eau courante pour que tout le monde puisse être à l'aise. Et ça, c'est possible. Troisième besoin, s'habiller. S'habiller veut dire construire les industries de textiles. Il ne faut plus expédier à l'extérieur les balles de coton en provenant comment on appelle, du Mali, du Burkina et ça. Tout ça, ça sera dans les industries de textiles. Donc, on va mettre dans les industries tous ces textiles-là et on va sortir les habits, tous les dérivés. Quatrième besoin, dormir. Dormir veut dire construire des millions de logements avec une vision très claire. Nous ne voulons plus sur le continent africain des taudis. Il y a de l'espace vital, il y a de la main-d'œuvre pléthorique. Elle ne demande pas autre chose que d'être payée. Donc ce sont des millions d'emplois qui seront créés avec des logements bien faits. Ce ne sont pas les techniques qui manquent. Ensuite, cinquième besoin, s'éclairer. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un logement, il faut de la lumière. Le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Donc, mettre de l'énergie solaire. On peut favoriser bien sûr d'autres énergies, mais l'énergie solaire est propre, inépuisable, et bon, c'est en harmonie même avec l'écologie. Donc, s'éclairer. Sixième besoin, c'est la santé. La santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire les centres de soins primaires dans les campagnes. Ensuite, mettre les dispensaires et les hôpitaux dans les villes. Ensuite, construire des laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains puissent produire eux-mêmes leurs médicaments. Et comme ça, tout le monde sera bien payé. Mettre en place la sécurité sociale. 70% de la population africaine ont moins de 30 ans. Ce qui veut dire une sécurité sociale qui est mise en place et qui est bien gérée, elle sera nécessairement et obligatoirement excédentaire. Et c'est comme ça que l'Afrique peut reprendre véritablement son destin. Mais et enfin, septième besoin, c'est l'éducation nationale. Si on a construit des millions de logements, on est capable de construire des millions de bâtiments pour développer l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Faire en sorte que dans chaque classe, il n'y ait pas plus de 30 élèves. Et orienter l'éducation telle que ceux qui vont sortir du système éducatif puissent satisfaire les besoins des Africains. Huitième besoin, ce sont les transports collectifs et individuels pour que les Africains ne soient plus entassés dans les transports collectifs comme des sardines dans une boîte. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Nigeria et d'autres qui commencent à construire des bus. Mais nous disons, il nous faut de la puissance monétaire. Ensuite, il faut construire les routes, je vais très vite. Ensuite, construire la défense et la sécurité. Aujourd'hui, aucun pays africain n'est sécurisé. Et nous disons aux Africains, et ça va rejoindre la troisième solution, de se mettre ensemble. Aujourd'hui, si les 54 pays africains arrivent à agresser pour rien un petit pays qu'on appelle Rhode Island, qui est le plus petit pays des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui va se passer? Dans les jours, tous ces 54 pays seront complètement effacés de la carte du monde par l'armée fédérale américaine. Ce que je suis en train de dire, c'est ça qu'on appelle l'union fait la force. Les Africains, aujourd'hui, n'importe quel petit pays, fût-il la France, peut aller frapper un pays comme la Côte d'Ivoire de Gbagbo, et puis il n'y a rien. Sans rien, ouais. Même pas de sanctions. Ouais. Voilà. Donc, nous disons aux Africains de voir la réalité en face et de s'unir et se défendre. Ce qui nous amène, ça c'est le 10e besoin, le 11e besoin, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a des petits génies. Ceux-là, ils ont besoin des moyens. Avec notre puissance monétaire, on peut y parvenir. Ensuite, financer le 12e besoin, c'est la recherche et le développement. Aujourd'hui, le pays qui dépose le plus de brevets au monde, brevets d'invention, c'est la Chine. Et après, c'est les États-Unis.
Mais justement, L'Afrique peut faire la même chose. dans ces les 12 points que vous avez évoqués jusqu'ici, je ne peux pas moi m'empêcher, maintenant que je l'ai étudié, d'y voir le modèle de développement de la Chine. Et donc, je trouve que c'est une voie qui est excellente et j'espère que l'Afrique pourra justement l'emprunter. Alors, je vous laisse continuer. Donc, le 12e, la recherche et développement. Voilà. Le 13e besoin, c'est la culture, loisirs et le tourisme. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'Africains, ils disent qu'ils connaissent la France, ils connaissent le Canada, mais ils ne connaissent rien de l'Afrique. L'Afrique est entière. Il y a d'abord le tourisme, mais surtout la culture africaine. Il y a le passé glorieux de l'Afrique. Tout ça, il faut financer. Et 14e besoin, c'est la ZELCA. Financer la ZELCA, c'est-à-dire la zone de libre-échange du continent africain et financer l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui est financée à 87% par l'Union européenne. La conséquence logique, c'est que l'Union africaine est affaiblie. Nous disons, l'Afrique et les Africains doivent inventer leur propre monnaie. Et leur monnaie que nous appelons en abrégé la NUA sera puissante. Pourquoi? Parce qu'elle sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que les Africains détiennent, c'est-à-dire l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, etc. Aujourd'hui, toutes les monnaies du monde, à commencer par le dollar, reposent sur du banc. Depuis le 15 août 1971, Richard Nixon, président des États-Unis d'Amérique, a décidé l'inconvertibilité du dollar en or. Puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait comprendre que les Américains détenaient à eux seuls 25% des stocks d'or et que leur monnaie était garantie par l'or. Et les gens ont eu confiance aux Américains. Et après, les Américains ont fabriqué, ont émis plus de dollars que des stocks d'or qu'ils détenaient dans leur coffre-fort. Et quand les gens se sont rendus compte, ils ont commencé à rendre les dollars pour se faire payer. Il est arrivé un moment où les Américains ne pouvaient plus payer. Donc, ils ont refusé de payer. Ils disent, si vous avez les dollars, vous le gardez. On n'a plus de stock, on n'a plus de l'or à vous donner. C'est ainsi qu'à la conférence de Jamaïque de 1976, ça a été généralisé. Aujourd'hui, celui qui bat sa monnaie, eh bien, c'est un bout de papier. À partir d'un rien, il fabrique et c'est le pays qui est le garant. Que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, tout ça, aujourd'hui, la Banque centrale européenne peut produire autant de milliards même d'euros. C'est pas l'équivalent, n'existe pas en stock d'or. Donc nous disons, si les Africains qui sont aujourd'hui au bas de l'échelle, ils ont les moyens objectifs pour battre monnaie, encore peut-être utiliser le courage de sortir de la subordination, de lever la tête et d'utiliser les moyens que Dieu leur a donnés. Dire que nous battons notre monnaie. Nous avons une population nombreuse. D'ici 2050, l'Afrique aura 2 milliards de personnes. On a de l'espace et toutes les solutions des problèmes de l'Afrique sont en Afrique. Donc, il faut que les Africains comprennent ça. Ça, c'est rapidement ce que nous appelons la première solution. La deuxième solution, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est-à-dire la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Laquelle valeur ajoutée élimine la pauvreté. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on achète, si vous allez dans un café ici en France, dans n'importe quel café en moyenne, vous allez payer la tasse de café à 2 euros. Quand vous êtes curieux, demandez au barman. Moi, j'ai fait déjà toutes ces expériences-là. Vous demandez au barman, dans la tasse de café, là, la tasse, eh bien, vous avez mis combien de poudre, combien de grammes de poudre? Eh bien, le barman vous répond 8 grammes. Mais par commodité, je vais y mettre, je vais arrondir ça à 10 grammes. Ce qui veut dire que quand le barman a vendu 1 kilo, c'est 1000 grammes, et comme chaque tasse, c'est 10 grammes, il aura vendu 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 euros, il aura récolté 200 euros. C'est ce que le consommateur final européen français paye. Question fondamentale, le kilo de café en question qu'il a acheté en Côte d'Ivoire ou partout, dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, il l'a acheté à combien? C'est le fils d'un paysan qui vous parle. Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est 300 francs CFA aux paysans, c'est-à-dire 0,45 euros, auquel s'ajoute le droit unique de sortie de 200 francs CFA. Donc, au total, l'acheteur européen paye 0,76 euros que j'arrondis par commodité à 1 euro. Donc, quand on vous parle de la coopération nord-sud, c'est-à-dire le nord c'est l'Europe, le sud c'est l'Afrique, eh bien, cette coopération nord-sud a donné
200 euros. Final, moins 1 euro qu'on a donné aux paysans et aux pays du Sud. 199 euros acquis au profit de l'Europe. Dans ce cas-là, vous comprenez que pourquoi il en est ainsi? Parce que quand l'acheteur français ou bien européen va en Afrique, il va avec son bateau, il achète. Et je passe sur les détails, il revient, il faut qu'il assure contre les pirates de mer. Ensuite, passons sur les détails, il vient au port de Marseille ou etc., de Rouen, et il fait rentrer ça dans l'entreprise qu'on appelle Nestlé. Mais qui travaille dans ces compagnies d'assurance? Ce sont les Européens. Dans la compagnie de Nestlé où on met le café et ça sort, on met ça dans une machine et ça sort sous forme de poudre, eh bien, après, il faut emballer. Qui travaille? Il faut des compagnies d'emballage. Où sont implantées ces compagnies d'emballage? C'est en Europe. Ainsi de suite. Et c'est de là que ça va dans les supermarchés, Auchan, Carrefour, etc. C'est là que le barman vient acheter pour alimenter son bar. Voilà, donc on conclut en disant qu'il appartient aux Africains et aux Africains d'industrialiser, de transformer toutes ces matières premières chez eux pour maintenir des emplois là-bas. Maintenant, la troisième solution, c'est l'État fédéral africain. L'État fédéral africain peut se faire, et je n'exagère pas, en moins de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Et il y a un État fédéral qui sort, qu'on appelle l'État fédéral africain, auquel on va donner 5 compétences. La première compétence que cet État fédéral va avoir, c'est d'abord la monnaie unique africaine. C'est elle qui va gérer la monnaie unique africaine, puis c'est elle qui va gérer la Banque centrale africaine. Deuxième compétence, c'est la défense. La défense, c'est-à-dire chaque pays a sa défense, mais on a là ce qu'on appelle l'armée fédérale africaine, pour que quiconque touche à l'un d'entre nous, il a affaire à tous les Africains, parce qu'on forme un même pays. Troisième compétence, c'est la douane. Puisqu'on forme un même pays, donc on a une frontière avec ceux qui ne sont pas africains. Quatrième compétence, on a la même politique étrangère, on a le même ministère des Affaires étrangères. On parle d'une seule voix. Et enfin, cinquième compétence, c'est ce que nous pouvons appeler les postes et télécommunications. Voilà. Donc, ce qui veut dire que une fois on a fait ça, les États-Unis d'Afrique, ça sera formé. Tous les autres États restent en place avec leurs patrons. Bon, aux États-Unis, on les appelle gouverneurs. Mais ils peuvent même, les Africains peuvent même conserver leur titre de président, pour dire que bon, c'est le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président comment on appelle, de la Guinée, etc. Mais on aura un président fédéral africain. Le nom, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est de dire, nous sommes en extrême urgence. Pourquoi? Ce n'est pas par mimétisme, mais on est devant des faits. Aujourd'hui, tous les pays du monde se regroupent. Je donnerai quelques exemples. Nous avons les 50 États américains qui sont déjà puissants. Au niveau de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, c'est 15 km. On a l'Union européenne. Peu importe, même s'il y a des difficultés en chemin, on va en Asie. L'Asie, il y a la grande Chine, aujourd'hui de 1,5 milliard, mais qui s'unit avec l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN, association des États de l'Asie du Sud. Ils forment le plus vaste marché du monde. Nous voyons bien que partout il y a des fédérations. Le point faible du monde, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de se partager l'Afrique. C'est demain, l'Afrique sera recolonisée. Le temps de se rendre compte, il est trop tard. Donc, nous demandons, nous exigeons même aux dirigeants africains de rester en place parce qu'ils aiment leur pouvoir, c'est normal, c'est humain. Même de faire quelque chose pour que l'Afrique ne soit pas recolonisée. Et ce qui va sauver les Africains, c'est bien ces 3 solutions-là. Si on a notre monnaie, si on est industrialisé et qu'on forme un seul État, je ne vois pas comment on peut être pris. Donc l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique à condition que les Africains prennent conscience que c'est eux et rien que eux qui détiennent la clé du monde. Je vous remercie.
Eh ben, c'est nous qui vous remercions, Nicolas Agboou. Je rappelle, hein, si vous voulez plus de détails sur tous les points qu'a abordé donc Nicolas Agboou, et vous avez vu que ça porte sur de très 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 nombreuses questions, c'est donc absolument passionnant. Vous pouvez donc vous procurer le livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique aux éditions Solidarité Mondiale dans la réédition de 2016. Et voilà, vous aurez donc tout ce qu'il vous faut pour prolonger ces réflexions. Donc je redis, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique de Nicolas Agboou, et que l'on remercie une fois de plus. Et puis, eh bien, écoutez, c'était la dernière émission de cette saison. Donc, on vous souhaite déjà passer un très bel été, déconfiné, vu que c'est en train de se faire. Voilà, passez une bonne fin de soirée. Et on se quitte avec un titre de circonstance, Africa, du Camerounais Henri Dikongué. À très bientôt sur Agora FM.